18 janvier 1939. Terre de la Reine Maude, Antarctique. Un soleil qui ne se lève jamais vraiment, pan bas sur l'horizon. Un disque de cuivre terne, suspendu dans un ciel, de la couleur de l'acier gelé. Le vent balaie le plateau de glace en longues caresses lugubres, chaque rafale portant des éclats de neige qui piquent comme du sable. Le monde semble abandonné, silencieux, vide et d'une immensité impossible. Sur le pont du Schwabenland, le lieutenant Victor Laurent resserre son manteau fourré et scrute le continent blanc et déchiqueté qui s'étend devant lui. Il écrit dans son carnet de bord, avec des doigts engourdis, « Nous sommes arrivés au bout du monde. La glace ne parle que par des fissures et des tonnerres lointains. Aucun homme ne devrait se tenir ici, et pourtant nous y sommes. » Sous lui, les mécaniciens de l'aviation luttent pour détacher les amarres du système de catapulte du navire. L'acier claque contre l'acier, dans l'air glacial. L'hydravion d'Ornier-Walles repose sur les rails de la catapulte, comme une mouette argentée, prête à un vol impossible. Ses moteurs, tous, tandis que l'équipage effectue les cycles de chauffe, envoyant des panaches d'échappement tourbillonner dans le vent. Le capitaine du Schwabenland, Alfred Richer, se tient non loin, les mains gantées croisées dans le dos. Il observe les préparatifs avec une intensité que même Laurent, qui sert avec lui depuis 3 ans, trouve inhabituelle. La mission officielle est la reconnaissance. Survol photographique, cartographie, relevé aérien. Mais le secret, les ordres spéciaux, les hommes en manteau noir, qui ont rejoint à Hambourg à la dernière minute. Tout cela ressemble à une préparation pour quelque chose de plus profond. Et dans les yeux de Richer, Laurent devine le poids d'un non-dit. Une cloche sonne 2 fois. Les moteurs rugissent. Le bras de la catapulte se replie en arrière. Le vent antarctique fouette le pont, tandis que les hélices du Dornier tranchent l'air froid. Richer s'approche de Laurent et dit doucement « Cet endroit conserve tout. La glace se souvient. » Laurent ne comprend pas. Pas encore. Quelques minutes plus tard, la catapulte se déclenche dans un hurlement métallique. Le Dornier bondit en avant, effleure le pont et s'élance dans les airs, avec un violent frisson, avant de capter le dense vent polaire. Pendant un instant, l'appareil plonge, puis se stabilise, virant vers l'horizon luminescent. Dans le cockpit, le pilote lieutenant Éric Valois pousse la manette des gaz jusqu'à ce que son gant tende le métal. L'appareil gémit, grimpant lentement. Son navigateur, Émile Hardouin, plisse les yeux à travers des lunettes couvertes de givre sur le désert pâle, en contrebas. « Dieu du ciel », marmonne Hardouin. C'est comme un océan figé en pleine vague. Valois ne répond pas. Le fuselage vibre alors qu'il passe les 500 mètres d'altitude. Le plateau de glace en dessous s'étend comme un miroir brisé, seulement interrompu par des falaises noires et déchiquetées émergeant de la neige. L'angle bas du soleil projette de longues ombres sur les crêtes, créant l'illusion de profondes tranchées. À mesure qu'il monte, la radio grésille avec la voix de Richer depuis le navire. « Dornier 1, rapportez l'état. » Valois appuie sur l'interrupteur d'émission. Montée à 800 mètres, visibilité correcte, vent modéré. Poursuivons, est-nord-est. Un silence sur la ligne, suivi d'une seconde voix, quelqu'un que Valois ne reconnaît pas. Cherchez les anomalies, signalez tout ce qui est inhabituel. Photographie requise. Le froid dans le cockpit s'intensifie, bien que l'indicateur de température n'ait pas changé. De retour sur le Schwabenland, Laurent se tient avec des jumelles, suivant la silhouette floue du Dornier contre l'horizon jusqu'à ce qu'elle devienne un point,
puis disparaissent complètement dans l'éclat. Autour de lui, l'activité continue. Des hommes vérifiant les réservoirs d'oxygène, ajustant les traîneaux, déballant des caisses marquées seulement de noms de code. Dans le pont inférieur du navire, 2 civils en manteau sombre étalent une carte sur une table. Le papier est lesté d'instruments en laiton pour l'empêcher de se recroqueviller dans le froid. L'un pointe une région à l'intérieur des terres, où un plateau non cartographié s'élève comme une forteresse des plaines glacées. Nous devons nous assurer qu'ils atteignent cet emplacement, dit-il. Le Führer croit qu'il y a là quelque chose qui vaut la peine d'être trouvé. Le second ajuste ses lunettes. Et vous, y croyez-vous? Un long silence. Puis, je crois que l'Antarctique cache bien des choses. Et ce qui est caché ici ne sera pas touché par le temps. Aucun ne remarque Laurent sur l'escalier au-dessus, écoutant à travers la rambarde d'acier. Il sent un frisson qui ne vient pas du vent. 200 mètres au-dessus de la glace, Valois nivelle le dornier et entame le passage photographique. Hardouin ouvre la trappe de l'appareil photo, vérifie les bobines de film et commence à actionner le déclencheur. Chaque cliché capture une autre tranche du paysage qui se déroule. Crevasses turquoises luminescentes, montagnes acérées et noires, vallées ensevelies sous des siècles de neige compactées par le vent. Puis, quelque chose change. Valois, dit Hardouin, la voix tendue. Regardez devant. 3 heures. Le pilote tourne la tête. Une ligne de falaise s'élève abruptement des plaines, verticale, imposante, d'une hauteur impossible. Mais ce n'est pas la hauteur qui le glace, c'est la symétrie. La face de la falaise est trop droite, trop parfaite, des kilomètres de long, et s'élevant comme un mur colossal taillé par des mains, non par la nature. Valois, déglutit. Ça ne peut pas être naturel. Hardouin prend des photos rapidement, son souffle embuant la chambre de l'appareil. Devrions-nous le signaler? Valois hésite. La seconde voix à la radio, celle qui n'appartenait pas à Richer, résonne dans son esprit. Signaler tout ce qui est inhabituel. Il appuie sur l'interrupteur. Schwabenland, ici Dornier 1. Nous avons repéré une structure, non, une formation, d'origine inconnue, coordonnée. Un bourdonnement statique explose dans le haut-parleur. Un hurlement d'interférence. La radio s'éteint. Hardouin essaie d'ajuster les boutons. Que s'est-il passé? Le pilote ne répond pas. Il fixe autre chose maintenant. Quelque chose près de la base de la falaise. Une tache sombre, un vide, une ouverture, la bouche d'une caverne, assez grande pour y faire voler un avion. De la glace se détache de la falaise en plaques pendantes, exposant une pierre lisse en dessous, de la couleur d'un os ancien. Valois descend en cercle, les instruments commencent à trembler. « Éric », murmure Hardouin, agrippant le siège. « Je n'aime pas ça. » Les aiguilles sautent, la boussole tourne, l'altimètre vacille, le moteur tousse, l'appareil tremble violemment. En dessous, la caverne béante s'élargit, une blessure noire dans le continent, une porte menant à l'inconnu. Hardouin sent les poils de sa nuque se dresser. Nous devons revenir en arrière. Valois hoche lentement la tête, faisant virer l'appareil. Alors qu'il tourne, la lumière du soleil effleure quelque chose partiellement enfoui près de l'entrée de la caverne. Quelque chose de métallique, une forme trop géométrique pour être de la glace. Hardouin prend une dernière photo avant que l'avion ne se stabilise. À bord du Schwabenland, Laurent attend, avec une tasse de café, amer, tapant du pied contre le pont dans l'agitation. L'horizon reste vide, juste une autre étendue infinie de blanc. L'opérateur radio est affalé sur sa console, ajustant futilement les cadrans.
Pas de signal, marmonne-t-il. Ils ont disparu des ondes. Richer monte sur la passerelle, la mâchoire serrée. Continuez d'essayer. Sous le pont, les deux civils en manteau noir se tiennent à nouveau près de la carte. Ils ont dû le trouver, dit l'un doucement. L'autre hoche la tête. S'ils ont vu l'entrée, ils ne seront pas autorisés à revenir facilement. Laurent entend ces mots en passant. Il s'arrête. Revenir de quoi? Demande-t-il. Les hommes se tournent, mais ne répondent pas. Sur le pont supérieur, un faible vrombissement devient audible, juste un murmure de moteur porté par le vent. Un vigie pointe du doigt. Avion. Laurent court vers la rambarde, jumelle levée. Un petit point émerge de l'éclat. Le Dornier. Il revient. Le pont s'anime, l'équipage se précipitant pour guider, l'hydravion, les médecins préparant des couvertures, les mécaniciens attrapant des cordes. Mais à mesure que l'appareil s'approche, quelque chose cloche. Il vole de manière irrégulière, un moteur crachote. De la glace adhère au fuselage en épaisse plaque. Et dans le cockpit, seule une silhouette, Hardouin, affalé, immobile. Richer murmure. Où est Valois? Le Dornier touche l'eau, avec un claquement violent, dérapant, tournant, manquant presque de chavirer, avant de se stabiliser et de dériver vers le navire. Des hommes en parka courent sur la plateforme d'atterrissage, accrochant l'appareil et le tirant à bord. Ils arrachent le cockpit. Les yeux de Hardouin sont ouverts, gelés, vitreux, fixant quelque chose que lui seul a vu. Ses mains griffent le siège, ses lèvres sont craquelées, bleues, tordues, en un cri silencieux. Laurent recule. Dieu! Un médecin vérifie son pouls, secoue lentement la tête. Richer se penche près du corps. Quelque chose attire son attention. Une bande de papier déchirée, serrée dans le poing de Hardouin. Il l'arrache. Un fragment de photographie, bord brûlé, image déformée par le froid, mais visible, à peine, à travers le givre et les rayures, le contour d'une falaise colossale et une entrée noire taillée dans la glace, trop parfaite pour être naturelle. Richer pâlit. Laurent murmure « Qu'ont-ils trouvé ?» Richer ne répond pas. Il plie simplement la photographie déchirée, la glisse dans son manteau et murmure. Nous irons à l'intérieur des terres, au lever du jour. La nuit vint lentement à cette latitude, s'étirant sur le ciel en un long crépuscule pâle. Quand l'obscurité vraie tomba enfin, elle ressemblait moins au soir qu'au monde baissé d'un cran. Le vent ne s'arrêta jamais vraiment. Il ne fit que changer de ton. Sur le Schwabenland, le corps de Hardouin reposait dans la salle froide, improvisée. Une formalité, puisque le monde entier dehors était une salle froide. Un drap couvrait son visage. Le médecin écrivit « Arrêt cardiaque sous stress extrême » sur le rapport, puis le barra et n'écrivit rien du tout. Laurent resta là plus longtemps qu'il ne l'avait prévu, fixant la forme sous la toile. Il se rappelait la voix de Hardouin aux messes, riant trop fort aux mauvaises blagues, se plaignant du café. Le silence maintenant semblait obscène. Sur un navire rempli du bruit des moteurs, des chaînes, des treuils et du vent, ce coin était d'une immobilité absolue. Il ouvrit son carnet. Quelque chose cloche avec cette mission. Nous sommes venus pour des photographies et des échantillons de glace. Maintenant un homme est mort, et personne ne veut dire pourquoi. Le capitaine en sait plus qu'il ne l'admet. Les civils en savent encore plus. Je soupçonne Berlin d'en savoir le moins, mais d'exiger le plus. Il ferma le livre quand la porte grinça. L'un des hommes en manteau noir entra. Il était grand, mince, les lunettes embuées par le changement de température. Laurent avait entendu son nom une fois, Dr Henri Mallette. Affiliation jamais déclarée,
mais évidente. Ces papiers portaient l'insigne de l'Achnenerbe, la société d'études, SS, qui se disait scientifique et se comportait comme un sacerdoce. Mallette jeta un œil, au corps couvert, puis à Laurent. « Vous étiez proche de lui ?» demanda-t-il. Laurent secoua la tête. « Nous avons volé ensemble une fois, c'est tout. » Mallette hocha la tête comme si cela réglait la question. « Alors vous ne vous opposerez pas à ce que nous examinions ses effets. » Sans attendre de réponse, il s'approcha du petit casier où les affaires de Hardouin avaient été placées. Carnet de bord, montre, un petit paquet de lettres, une boîte de cigarettes, les reliques ordinaires d'une vie interrompue. Mallet les ignora. Il alla droit à l'étui en cuir de l'appareil photo. Laurent avança. Cela devrait aller à la section photographique. Mallette se tourna, un soupçon de sourire froid sur les lèvres. Et cela ira, après que je l'aurai vu. Il déverrouilla l'étui, sortit la dernière cartouche de film et la tint à la lumière comme s'il pouvait voir, à travers le métal lui-même. Les dernières heures minutes de sa vie sont sur cette bobine, dit Mallette. Nous devons nous assurer qu'elles sont correctement interprétées. La tempête se construisit pendant la nuit. Au lever du jour, le 19 janvier 1939, l'horizon avait disparu, englouti par un mur de neige soufflée. Le Schwabenland gémissait sous la pression de la glace qui se desserrait et se resserrait autour de sa coque. Des hommes piquaient les cordes gelées avec des marteaux, leur souffle montant en nuages fantomatiques. Dans la salle des cartes exiguës, Richer, Mallette, et le second civil, un ingénieur nommé Vogel, se tenaient au-dessus d'une table entièrement dominée par une seule feuille. Une photographie aérienne nouvellement développée, encore humide sur les bords, se recroquevillant doucement dans ses champs. Elle montrait une ligne de falaise, profondément ombragée, s'étirant sur l'image comme une cicatrice. Près de sa base, dans une obscurité qui semblait absorber la lumière environnante, se trouvait la bouche d'une caverne. Vogel tapa le bord de l'impression avec un doigt ganté. L'échelle place cela à au moins 50 mètres de haut, peut-être plus. L'entrée seule pourrait accueillir un hangar à zeppelin. La mâchoire de Richer se serra. C'est impossible, aucune activité volcanique aussi loin à l'intérieur. Et la glace bouge, interrompit Mallette. Elle se brise, elle révèle des choses anciennes, très anciennes. Le ton était là à nouveau, pas scientifique, pas navigationnel, religieux. Richer fronça les sourcils. Notre mission est cartographique, travail, de reconnaissance, vous le savez. Toute opération plus loin à l'intérieur augmente le risque sans... Mallette glissa un document différent sur la table. Papier épais, timbre rouge officiel, l'aigle au-dessus de la swastika fixant à travers la lumière de la lampe. « Nouvelle priorité », dit-il. Richer lut rapidement. Laurent, debout discrètement près de la porte, en tant qu'officier des signaux, put distinguer certaines phrases, toute formation géologique, archéologique ou artificielle anormale, à traiter comme des questions de sécurité d'État maximale. Toute décision concernant de tels phénomènes a différé au commandement de recherche SS. Quand Richer arriva à la fin, son visage avait pâli sous les coups de vent. « Ainsi c'est cela, marmonna-t-il. Nous sommes des prospecteurs, maintenant. Pas pour l'huile de baleine, pas pour la Grèce, pas pour la terre. Pour des légendes ?» Les yeux de Mallette brillèrent derrière ses lunettes. Les légendes sont souvent des réalités mal rappelées. Capitaine, ce continent n'a jamais été dompté. Les processus naturels, ici, pourraient préserver des structures pendant des siècles, des millénaires.
Si nos ancêtres ont touché cette glace une fois, nous devrions le savoir. Laurent sentit une vague d'incrédulité. Ancêtre, lâcha-t-il, oubliant sa place. Il n'y a aucun registre d'installation humaine ici. Cet endroit tue les hommes, en meurt. Mallette le regarda avec une légère irritation. Je ne parle pas des derniers siècles, Oberleutnant. Je parle d'un temps plus profond, de culture dont les traces pourraient être sous la glace. La pierre ne pourrit pas. Si le Reich doit être un État de 1000 ans, il n'est pas déraisonnable de demander si des royaumes de 1000 ans plus anciens ont laissé leurs os ici. Richer ferma les yeux un long moment. Le navire craqua autour d'eux. La tempête sifflait contre le hublot. « C'est de la folie, » dit-il doucement. « De la folie avec un seau de Berlin, » répondit Mallette. Cet après-midi-là, quand le pire du vent s'apaisa, les préparatifs commencèrent. Le plan original de l'expédition prévoyait des arcs de reconnaissance aérienne répétés. Environ 600 kilomètres chacun, décollant du navire, photographiant les champs de glace, puis revenant pour le ravitaillement et le développement des plaques. Personne n'avait autorisé d'incursion vers les terres. Maintenant, tout changea. 2 hydravions d'Orniewal restaient opérationnels. Les stocks de carburant avaient été calculés avec soin. Assez pour un nombre fixe de vols, avec une capacité de réserve pour des atterrissages d'urgence et des retours imprévus. Chaque moteur consommait en moyenne 240 litres de carburant aviation par heure en croisière, plus en montée. Les réservoirs du navire contenaient environ 600 tonnes de carburant, déjà diminué par le voyage vers le sud. Vogel étala les chiffres comme des cartes. Si nous envoyons un avion comme éclaireur et un second comme navette de ravitaillement, nous pouvons soutenir un petit groupe au sol, pas plus de 80 kilomètres à l'intérieur des terres, pendant peut-être 2 jours, peut-être 3, avant de devoir les rappeler. Au-delà de cette distance, le risque de changement météo et de dépenses de carburant devient intolérable. Mallette hocha la tête, comme si cela confirmait ses propres calculs. 80 kilomètres à l'intérieur suffisent, dit-il. Si nous atterrissons sur le plateau et approchons la structure en traîneau, nous pouvons atteindre l'entrée et revenir dans la fenêtre de temps, à condition de travailler efficacement. À condition que le temps tienne, ajouta Vogel. À condition que la glace tienne, à condition qu'aucune de nos estimations ne soit erronée. Ainsi, dit Richer, rien du tout à craindre. Personne ne rit. Ce soir-là, au mess, l'humeur oscillait entre curiosité et crainte. Les rumeurs circulaient de haut en bas des longues tables en bois, plus vite que le ragoût de légumes. Certains disaient que la caverne était une grotte de glace, un tunnel naturel creusé par l'eau de fonte. D'autres chuchotaient d'une ancienne base, d'une expédition secrète précédente, abandonnée et maintenant redécouverte. Laurent entendit les deux et n'en crut aucune. Son carnet se remplit de petites lignes furieuses. L'huile de baleine était l'excuse. Le Reich a besoin de graisse, c'est vrai. 70% de nos graisses comestibles encore importées. Les économistes calculent, la Kriegsmarine escorte, les pêcheurs peinent. Cela, je comprends. Mais ces hommes ne parlent pas de graisse ou de commerce. Ils parlent de reliques et d'héritage, comme si la glace elle-même détenait la preuve de leur fantasme. Ardouin est mort parce que quelqu'un à Berlin veut que le monde reflète leur mythologie. Il s'arrêta quand le cuisinier posa une assiette devant lui. Pommes de terre, une fine bande de porc, pain dur sur les bords. Sur le papier, c'était assez de calories. En réalité, c'était un rappel. L'Allemagne n'avait pas le luxe du gaspillage. Chaque once de graisse était comptée dans les registres. Chaque baril d'huile avait un nom et un but.
la pénurie les poussait vers ce bord gelé du monde, vers des stations baleinières hypothétiques, de nouveaux terrains de pêche, des revendications de ressources, la pénurie et l'idéologie qui insistait pour que l'Allemagne soit autosuffisante, une économie forteresse protégée du blocus. Pourtant maintenant la mission s'éloignait de l'économie et entrait dans le mysticisme. Laurent mâcha et fixa la cloison, sentant une colère étrange et creuse. Les hommes autour de lui pensaient en être en expédition scientifique. IBAM, réalité, soupçonnait-il, était qu'ils avaient été traînés dans le rêve de quelqu'un d'autre. Au lever du jour, la glace était claire, le vent plus bas, la température un froid sec et brûlant qui transformait le souffle en fumée fragile. Le premier dornier fut préparé avec des fournatures, tentes, traîneaux, bidons de carburant, équipements d'escalade, rations alimentaires calculées au gramme. Le second portait une charge plus petite, et le docteur Mallette. Richer descendit sur le pont de lancement, en tenue polaire complète, sa barbe déjà couverte de givre. Il rassembla le petit groupe, le parti de 8 hommes, vers l'intérieur, autour d'une caisse, et parla doucement, pour que seuls eux entendent. « Vous connaissez les ordres officiels, dit-il. Vous allez à ces coordonnées, vous documentez cette formation, et vous revenez. Pas d'héroïsme, pas d'exploration inutile. Le temps peut vous dévorer, plus vite que n'importe quel ennemi. » Ils hochèrent la tête. Laurent se tenait parmi eux, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aimait. Il avait insisté pour y aller quand Richer avait d'abord esquissé le plan. « Vous avez besoin d'un officier des signaux, » avait-il dit. « Si les radios échouent à nouveau, je veux être là pour le voir. » En vérité, il ne faisait pas confiance à Mallette pour être le seul témoin. Le docteur se tenait un peu à part, maintenant, ajustant son écharpe, les yeux fixés sur le mur de glace distant où le plateau commençait. « Souvenez-vous, » ajouta Mallette, « toutes les photographies de cette mission me reviennent d'abord. Toutes les observations doivent être enregistrées par écrit dès que possible. Ce que vous voyez est pour le Reich, pas pour les ragots. » Laurent faillit répondre, mais les moteurs noyèrent ses mots. Les hélices du dornier tournèrent à la vie, leur rugissement roulant sur le pont. Le rail de catapulte était glissant de pulvérisation gelée, la mer une plaque de verre brisée en dessous. Les hommes prirent leurs positions au treuil. L'officier du pont de vol leva un drapeau rouge, le tint un moment, puis le baissa. La catapulte lança l'appareil en avant dans le blanc. Pendant un instant, Laurent sentit son estomac monter, alors que le pont s'éloignait. Puis le monde se stabilisa, le dornier grimpant, le Schwabenland rétrécissant derrière eux en une tache grise, enveloppée dans son propre échappement. Il regarda à travers la fenêtre bordée de givre. Devant, le continent attendait, couche sur couche de glace et de roches, s'étendant au-delà de la compréhension. Le point de coordonnées de la dernière transmission de Hardouin brillait dans son esprit comme écrit en feu. Mallette se pencha en avant depuis son siège, voix calme dans le casque. « Nous volons 82 kilomètres à l'intérieur des terres, » dit-il. « Atterrissons sur le plateau près de la ligne de falaise, puis nous marchons. Et si le temps tourne ?» demanda Laurent. « Alors nous allons plus vite, » répondit Mallette. Le pilote, remplaçant de Valois, ne dit rien. Ses mains étaient instables sur les commandes, les yeux fixés sur des instruments qui tremblaient déjà légèrement en montant. Derrière eux, sur le second appareil, Vogel observait les jauges de carburant avec l'anxiété d'un homme logistique. Chaque litre brûlé ici devrait être remplacé sur les courses secondaires. Atterrir trop loin de la falaise, et le voyage en traîneau devient létal. Atterrir trop près, et vous risquez des crevasses cachées
ou de la glace tombante, des chiffres, pensa-t-il, toujours des chiffres, poids, distance, carburant, calories, temps. Quelque part loin au nord, à Berlin, des hommes faisaient des discours sur le destin, la volonté et le sang. Ici, le destin était mesuré en kilomètres par heure et litres par minute. Ici, la volonté comptait seulement si les patins de traîneau ne cassaient pas sous la charge. Le plateau de glace s'éloigna sous eux, remplacé par un terrain montant, d'abord de basses collines, puis des crêtes plus acérées. Devant, à travers la brume, Laurent le vit. Une ligne plus sombre, coupant l'horizon, verticale et continue. Le mur. Il sentit son pouls s'accélérer. Altitude 900 mètres, appela le pilote. Approchons de la grille cible. La radio siffla, puis s'éclaircit. Pour l'instant, les interférences restaient à distance. Laurent actionna l'émetteur. Schwabenland, ici vol. Intérieur 1, contact visuel avec la formation de falaise. Préparons à tourner. Un crépitement statique, suivi de la voix de Richer, faible et déformée, mais reconnaissable. Copiez, vol 1. Maintenez marge de sécurité, pas de risques inutiles. Mallette sourit faiblement, comme si cette phrase ne s'appliquait pas à lui. L'appareil vira. Le plateau en dessous était plus lisse que Laurent ne s'y attendait. Une vaste table blanche sous la falaise imposante. La bouche de la caverne était visible maintenant, plus grande que sur la photo, son obscurité d'une netteté anormale contre la lumière réfléchie. Le pilote expira lentement. Assez plat pour atterrir, je pense. Vent traversier minimal. Alors atterrissons, dit Mallette. Le dornier descendit, les skis raclant contre le dur, rebondissant une fois, 2 fois, avant de se poser dans un jet de neige. Le fuselage gémit, mais tint. Le second appareil fit une boucle plus large et atterrit plus en arrière, projetant son propre halo de poussière de glace. Les moteurs s'arrêtèrent. Le silence s'imposa. Laurent sortit dans l'air antarctique et sentit qu'il lui mordait les poumons à travers l'écharpe. La falaise dominait devant, plus immense maintenant qu'il se tenait dessous. Il ne pouvait se défaire de l'impression qu'elle penchait légèrement sur eux, comme si elle écoutait. La caverne attendait dans son ombre, noire et patiente. Derrière lui, des hommes déchargeaient des traîneaux, empilaient des bidons de carburant, vérifiaient les boulons de fusil avec des mains raides. Vogel marqua leurs coordonnées d'atterrissage et l'heure, son crayon traçant des traits précis malgré le froid. Mallette fixait simplement l'entrée sombre. « Ainsi, murmura-t-il, te voilà. » Il se tourna vers les autres. « Nous procédons immédiatement, dit-il. La glace ne se soucie pas de nos horaires. Ne lui donnons pas le temps de reconsidérer notre présence. » Ils s'attelèrent au traîneau et commencèrent à marcher, les bottes craquant à l'unisson sur la neige ancienne. À chaque pas vers la caverne, le Schwabenland rapetissait dans l'esprit de Laurent. Moins un navire et plus une idée. Une promesse de retour qui semblait plus fine que l'air. Le vent changea, portant un son bas et distant, un grondement qui pouvait être de la glace craquant ou quelque chose de plus profond. Laurent ajusta sa prise sur la corde et poussa en avant. Quelque part dans le silence gelé, le regard terrifié final de Hardouin semblait persister. La marche à travers le plateau sembla plus longue que la distance ne l'impliquait. 8 kilomètres dans un tel froid pouvaient s'étirer en éternité. Le vent était une chose vivante, parfois un murmure, parfois une poussée lente et délibérée qui forçait les hommes à pencher tout leur poids contre lui. Les cils de Laurent gelaient ensemble à chaque clignement. Son souffle cristallisait sur l'intérieur de son écharpe.
La corde du traîneau mordait dans ses gants, engourdissant ses paumes. Chaque pas craquait, comme s'il marchait sur des os anciens ensevelis sous la neige. Mais la caverne grandissait à chaque foulée. Un rectangle noir taillé dans le monde blanc, une porte sans battant, de l'air froid, en dérivé, pas plus froid que dehors, étrangement, mais différent, immobile, lourd, portant une faible odeur minérale qui n'appartenait pas au-dessus du sol. Mallette marchait devant tout le monde, indifférente au vent, non chargée des cordes. Sa silhouette se découpait nettement sur la neige, un homme en noir contre un horizon d'os blanc. Derrière lui trottinait Vogel, son souffle venant en rafale mécanique. Son esprit continuait de faire les calculs, carburant restant au camp de base, 74%, distance au navire, 80 km, fenêtre météo, incertaine, calories brûlées par homme, 6000 plus par jour. Chaque variable hurlait marge d'erreur, mort. Pourtant, rien de cela n'importait maintenant. Pas avec l'entrée qui dominait. À 300 mètres, le vent tomba soudain, complètement, comme coupé au couteau. Le silence était total. Il avala leurs pas. Laurent ralentit. Protection du vent par la falaise? Non, dit Vogel, frottant le givre de ses lunettes. Ce n'est pas une protection, c'est autre chose. En effet, le calme semblait anormal, comme si l'air avait du poids, comme si tout le plateau expirait puis retenait son souffle. Mallet ne ralentit pas. « Ne restez pas en arrière » appela-t-il. « Nous approchons en groupe. » La bouche de la caverne dominait. Au-dessus d'eux, maintenant, 50 mètres de haut, peut-être plus. Ses bords étaient trop nets, trop précisément définis. Pas ébréchés ou érodés, mais taillés, comme si une lame colossale avait tranché la roche il y a des âges. Des rampes de glace anciennes descendaient doucement de l'entrée. La pierre elle-même était presque lisse, de la couleur d'ivoire terni. « Photographie » dit Mallette. Laurent leva son appareil à contre-cœur. Le déclencheur cliqua, résonnant faiblement à l'intérieur de l'entrée. Le son sembla avaler instantanément. Quand le flash s'alluma, l'intérieur de la caverne apparut une fraction de seconde, révélant des colonnes de pierre, arquins hors de vue, disparaissant dans l'obscurité. Pas de stalactites, pas de débris, pas de chaos naturel, juste de la géométrie. « Dieu » murmura Vogel. Cela était construit. Mallette se tourna. Le plus faible sourire toucha ses lèvres. « C'est ce que j'essaye de vous dire. » Laurent sentit le fond de son estomac tomber. Construit par qui? Mallette regarda dans la caverne. Par quiconque était ici en premier. Ils s'arrêtèrent au seuil et installèrent un petit camp avancé. Juste 2 tentes, un cache de fournitures et un réchaud. Le froid irradiant de la pierre était assez vif pour embuer leur souffle instantanément. L'entrée de la caverne était assez vaste pour avaler leur groupe entier sans effort. Leurs faisceaux de lanternes touchaient à peine les murs de pierre. Les plafonds disparaissaient dans l'ombre. L'obscurité au-delà de leur lumière semblait épaisse, presque tangible, comme de la laine noire. Les hommes préparèrent des lampes d'escalade, des pistolets à fusées éclairantes et des bobines de lignes redondantes pour la navigation. Le docteur inspecta chaque lampe lui-même, tapant les valves avec des doigts gantés. Dans la tente messe, Laurent trouva enfin un moment pour griffonner. L'air dans la caverne est plus chaud. C'est la première anomalie. Plus chaud, mais plus dense. Mes oreilles ont claqué en entrant. La pierre est trop lisse, la symétrie trop parfaite. Vogel croit que l'érosion ne peut expliquer de telles formes. L'endroit entier semble conçu. Nous devrions revenir au navire, mais Mallette ne le permettra pas. Il s'arrêta, écoutant le vent, ou plutôt son absence. Dehors, les tentes bruissaient faiblement.
Mais au-delà des murs de toile, le monde était silencieux. Le genre de silence qui semblait intentionnel. Il ajouta une phrase de plus. Ardouin est mort en voyant cela. Ils entrèrent dans la caverne en 2 équipes. Mallette menait la première, lui-même, Laurent, Vogel, et 2 marins armés de pistolets, à fusées et de piolets. La seconde équipe restait au camp pour maintenir le contact radio. Leurs lanternes projetaient des cônes de lumière changeants qui rampaient sur le sol de pierre. L'obscurité absorbait tout au-delà de quelques mètres. La caverne ne ressemblait pas à une grotte. Elle ressemblait à une grande salle. Le plafond montait loin hors de vue. Leurs pas résonnaient en harmoniques longues et dérangeantes. Le souffle de Vogel s'accéléra. Pas de givre dedans, pas de glace. Ces murs ont été protégés pendant des décennies, peut-être des siècles. Mallette pressa sa paume contre la pierre. Lisse, mais pas taillée avec des outils, pas comme nous l'entendons. Laurent braqua sa lampe sur le mur. La pierre est fondue, fondue, chaleur, dit Vogel doucement, mais à une échelle que nous ne pouvons reproduire. Ils avancèrent plus profondément. 10 mètres, 20, 50. La lumière de l'entrée s'estompa derrière eux jusqu'à n'être qu'un pâle fantôme au loin. L'air dedans devint encore plus chaud, humide même. De la condensation se forma sur les lunettes de Laurent. Il les essuya et se figea. Quelque chose devant, quelque chose de massif. « Arrêtez » murmura-t-il. Les autres s'arrêtèrent. Une forme gisait au centre de la salle, quelque chose de sombre, métallique et déformé, à moitié enfoui dans du limon et de la poussière. Mallette avança lentement, lanterne levée. Quand la lumière tomba dessus, le souffle de Laurent se bloqua. C'était de la machinerie, ou l'avait été. Une structure de plaques métalliques, pliée vers l'intérieur, comme écrasée par une pression immense. Des tuyaux émergeaient comme des côtes. Un treillis de cadres gisait tordu, couvert de sédiments des âges, pas moderne, pas allemand, pas rien de reconnaissable. Vogel le contourna, touchant le métal avec des doigts tremblants. Composition inconnue, pas acier, pas aluminium, trop léger pour le fer, trop terne pour l'argent. Et l'oxydation est particulière. Mallette s'agenouilla près d'un panneau brisé. C'est ce que Berlin doit voir. Laurent secoua la tête. Cela pourrait être n'importe quoi. Intrusion volcanique, une météorite, nous devrions... Un son l'interrompit. Un bourdonnement bas, stable, très faible, pas air, pas vent. Les hommes se raidirent. Vogel murmura « Qu'est-ce que c'est ?» Le bourdonnement grandit légèrement, résonnant à travers la pierre. Pas vibrant l'air, les vibrants eux. Laurent le sentit dans ses os, dans ses dents, derrière ses yeux. Lanternes éteintes, ordonna Mallette. Laurent hésita. Pourquoi? Éteinte. La caverne plongea dans l'obscurité. Le bourdonnement continua. Puis, quelque chose brilla. La machine brisée, ses coutures intérieures émettant faiblement une lumière bleue pâle, comme si une braise mourante se réveillait après des siècles de sommeil. Des lignes sur le métal clignotèrent comme des veines. Un pouls doux voyagea le long de chemins fracturés. L'expression finale de Ardouin traversa l'esprit de Laurent, terreur gelée. Vogel recula, trébuchant. « C'est actif, Mallette, cette chose est encore active. »« Non, » murmura Mallette, « pas active, pas vivante, mais réceptive. » La lueur s'intensifia un moment, puis mourut. Une longue dernière expiration. Le silence revint. Le bourdonnement s'arrêta. L'air sembla vide à nouveau. Mallette parla enfin, voix étouffée. « Cette machine n'a pas été faite ici, pas sur ce continent.
pas dans un monde que nous connaissons de l'histoire. Laurent sentit ses mains trembler. Nous devons partir, maintenant, avant que le temps ne se ferme, avant que cela n'aille plus loin. Plus loin? Mallette se tourna lentement. Nous n'avons même pas commencé. Il leva sa lanterne à nouveau. Plus profondément dedans, dit-il. Nous suivons le chemin, il y en aura plus. Vogel attrapa son bras. Êtes-vous fou? Nous venons de déclencher, qui sait quoi? Cette lueur, cette chose a du pouvoir, ou de la mémoire, ou... Le calme de Mallette était exaspérant. Cette caverne nous précède de centaines de siècles, peut-être des milliers, et vous pensez que nous devrions rebrousser chemin parce qu'elle a sa respiré une fois. Elle n'a pas respiré, dit Vogel. Elle a réagi. Laurent s'interposa entre eux. Docteur, écoutez la raison. Le navire est notre bouée de sauvetage. Notre carburant est fini. La tempête pourrait revenir. Et nous ne savons pas ce qui a tué Ardouin. Nous devrions reculer, nous regrouper et envoyer les photographies à... L'expression de Mallette durcit. Vous n'êtes peut-être pas ici pour prendre des décisions, Oberleutnant. Vous êtes ici pour obéir. La mâchoire de Laurent se bloqua. Les autres marins changèrent de position mal à l'aise. Mallette fit face à l'obscurité à nouveau. Cet endroit a attendu des millénaires, dit-il doucement. Il n'attendra pas éternellement. Nous continuons. Il fit 3 pas en avant, puis s'arrêta. La lumière de la lanterne révéla quelque chose sur le mur. Quelque chose que Laurent ne voulait pas voir. Des marques, des symboles, des lignes taillées dans la pierre, trop droites pour être naturelles, disposées en motifs qui ressemblaient à de l'écriture, ou des cartes, ou des avertissements. Certaines lignes étaient profondément coupées, d'autres peu profondes. Un motif se répétait 3 fois le long du mur, 3 cercles concentriques, intersectés par une forme pointant vers le bas, comme une lance, ou une chute, ou une flèche tombant du ciel. Mallette s'approcha lentement, hypnotisé. Un script plus ancien que toute civilisation connue, murmura-t-il. Un langage de direction, de descente. Laurent sentit quelque chose se serrer, dans sa poitrine. Descente vers quoi? Murmura-t-il. La réponse ne vint pas de Mallette, mais du sol. Un tremor, faible, juste assez pour remuer la poussière. Puis, un autre. La lanterne de Vogel balança, projetant des ombres vertigineuses. Laurent murmura « Est-ce la terre ou... » « Non, dit Vogel. C'est plus proche, beaucoup plus proche. » Le tremor s'estompa. Le silence revint. Mallette expira, comme si de rien n'était. Nous continuons. Quoi qui alimentait cet endroit est dormant maintenant, inoffensif. Mais Laurent ne pouvait se défaire du sentiment que la caverne n'était pas dormante. Elle écoutait. Ils firent un autre pas en avant. Le tremor revint, plus fort qu'avant. Et cette fois, Laurent entendit quelque chose sous la pierre. Quelque chose comme un grincement. Quelque chose comme des plaques changeant. Quelque chose comme mouvement. Mallet leva sa lanterne. Une ombre bougea à l'extrémité lointaine de la caverne. Pas humaine, pas animale. Autre chose. Vogel se figea, le souffle coupé. Laurent murmura « Docteur, qu'est-ce que c'est ?» La voix de Mallet trembla d'exaltation, pas de peur. « Ce que nous sommes venus trouver. » L'ombre bougea à nouveau, lente, délibérée, impossible, lisse. Et puis le sol de la caverne craqua. La fissure vint d'abord comme une ligne fine et nette, comme une marque de crayon sur du papier. Puis elle s'élargit. Un gémissement monta du sol de la caverne, assez profond pour vibrer leurs côtes. De la poussière tomba en petites cascades du plafond invisible. Un des marins recula en trébuchant.
levant sa lanterne comme si la lumière pouvait arrêter ce qui se passait sous leurs pieds. Vogel murmura « Ça bouge, toute la plaque bouge, comme une coquille ». Les instincts de Laurent hurlaient de courir. Mais il n'y avait nulle part où courir. L'obscurité derrière eux était aussi suffocante que l'inconnu devant. La fissure s'allongea. Une couture de lumière bleue pâle brilla dedans, faible, pulsante. Laurent attrapa le bras de Mallette. « Nous partons, maintenant. Ce n'est pas de la géologie, c'est un mécanisme, » dit Mallette doucement, voix tremblante d'émerveillement. Une machine sous la caverne, une porte, une couche s'ouvrant. Vogel se tourna vers lui. « C'est un piège, docteur. Vous avez vu la lueur sur l'appareil brisé. Vous avez vu les tremors. Cet endroit est encore vivant. » Mallet sourit, un sourire mince et étrange. « C'est précisément pourquoi nous ne pouvons pas rebrousser chemin. » La fissure devint une fracture. La fracture devint un écart s'élargissant. Un sifflement dur d'air vicié et pressurisé jaillit d'en dessous. Air piégé pendant des siècles, s'échappant comme le dernier souffle de quelque chose d'ancien. La lumière des lanternes vacilla follement. Deux marins reculèrent vers la bouche de la caverne. L'un leva un pistolet à fusée avec des mains tremblantes. « Monsieur, permission de tirer une fusée pour la visibilité ?» Mallette ne le regarda même pas. « Non, nous préservons l'obscurité. » Laurent faillit crier. « Nous avons besoin de lumière. » Mallette claqua. « Nous avons besoin de nos yeux. Les fusées nous aveugleraient. Cette lumière, cette faible lueur, est plus révélatrice. » Laurent voulait le frapper. Vogel semblait prêt à le faire pour lui. Et puis, le grondement s'approfondit. La pierre sous leurs bottes bougea d'1 centimètre complet. Un mouvement malade, grinçant, réverbéra à travers la caverne comme le tour d'un engrenage colossal. Vogel serra son pôle de traîneau. Toute cette structure est mécanique. Les plaques du sol, ce n'est pas de la pierre. Ce sont des composites fondus. Elles étaient dormantes, mais quelque chose les a réveillées. La couture s'ouvrit avec un gémissement final, tonitruant. Une dalle du sol de la caverne, 10 mètres de large, s'abaissa silencieusement dans l'obscurité, comme portée par une machinerie invisible. De la vapeur froide monta de l'écart. La lueur bleue augmenta, s'éclaircit, s'intensifia. Mallette avança, trop près. Laurent bondit et l'attrapa par l'épaule. « Êtes-vous fou? Vous ne savez pas ce qu'il y a en bas. » La voix de Mallette était étrangement calme. « J'en sais assez. Je sais que cela précède chaque structure humaine sur Terre. Je sais que cela a été construit, non formé. Je sais que le Reich n'a pas de plus grand prix que cela. » La plateforme descendante s'arrêta doucement, révélant un puits descendant dans le noir. Les côtés du puits étaient bordés de matériaux lisses, sans couture, pas roche, pas métal, rien que Laurent reconnaissait. Mais la lumière venait d'en bas, une radiance lente, pulsante, comme le battement de cœur de quelque chose d'impossiblement ancien. Laurent murmura « C'est mal, tout cela est mal. » Vogel se pencha sur le bord, lanterne tendue. La lumière illumina quelque chose en dessous, juste un moment. Une surface scintilla, courbe, polie, réfléchissante. Puis la lueur s'estompa à nouveau. Vogel recula, comme brûlé. Il y a quelque chose en bas, quelque chose d'énorme. Mallet sourit faiblement. Nous descendons. Laurent secoua violemment la tête. Nous montons. Nous retournons au navire. Nous détruisons les appareils si nous devons. Nous ne rapportons rien. Ce n'est pas notre monde. Mallette s'avança au bord même du puits. Alors je descendrai seul. Les marins échangèrent des regards.
L'un leva son pistolet à fusée à nouveau, main tremblante, incertain s'il devait l'utiliser comme lumière ou arme. Vogel attrapa Laurent et siffla. S'il descend seul là-bas, nous perdons le contrôle. S'il disparaît, Berlin en verra plus. S'il revient avec ce qu'il trouve, Dieu nous aide. Laurent savait que Vogel avait raison. La caverne trembla à nouveau. De la poussière tomba comme de la cendre. Mallette se tenait attendant, dévotion folle dans les yeux. Attachez une corde, nous descendons ensemble. L'histoire attend. Laurent le fixa. Vous ne voulez pas l'histoire, vous voulez le mythe. Mallette ne cligna pas. L'histoire est un mythe, jusqu'à ce que quelqu'un le prouve vrai. Ils installèrent une ligne d'escalade, l'ancrèrent autour d'une colonne naturelle, vérifièrent les mousquetons 2 fois. Laurent descendit en premier. Il détestait cela, mais il devait être devant Mallette, entre lui et l'inconnu. La corde craqua alors qu'il s'insinuait dans le puits. De l'air froid montait d'en bas, si froid qu'il semblait électrique. Il descendit 10 mètres, 15, 20. Les murs du puits étaient lisses comme du verre. Il descendit plus bas. La lueur bleue se renforça à nouveau. Quand ses bottes touchèrent le fond, le choc faillit le faire s'effondrer. Le sol était plat, parfaitement plat, chaud, pas chaud, juste assez chaud pour être impossible. Vogel arriva ensuite, haletant. La lecture thermique, mon Dieu, cela ne devrait pas exister. Quelque chose génère de la chaleur sous nous. Mallette descendit en dernier, yeux brillants. Magnifique, une chambre intacte, intacte. Ils levèrent les lanternes, et la chambre se révéla. Une salle circulaire, 50 mètres de large, murs s'inclinant vers l'intérieur, comme l'intérieur d'un dôme. Le sol était fait du même matériau fondu, presque céramique, et au centre, une forme, la même courbe réfléchissante que Laurent avait aperçue d'en haut. Sauf que maintenant, il pouvait en voir plus, une coque lisse, à moitié enfouie dans du sédiment, inclinée comme si elle s'était écrasée ou atterrie, et puis avait été avalée par le temps. Pas un vaisseau d'eau ou d'air, autre chose. Vogel fit des pas prudents vers elle, lanterne tremblante. Il murmura « C'est du métal, mais pas du métal, c'est léger, plus léger que ça ne devrait, et sans couture, pas de rivets, pas de soudure. » Laurent pouvait à peine parler. Ça ne peut pas être un avion, pas à cet angle, et rien ne correspond à la courbure. Mallette tourna autour de l'objet, presque révérencieusement. Pas de moteur, nota-t-il. Pas de racine d'aile, pas de fenêtre, une forme optimisée pour autre chose. Il posa sa main sur la coque. Son souffle se bloqua. C'est chaud. Laurent sentit son cœur martelé. « Enlevez votre main. » Mallette ne le fit pas. « Savez-vous ce que cela signifie » murmura-t-il. « C'est la preuve d'une intelligence antérieure, preuve que le destin du Reich, notre destin, est lié à des forces plus anciennes que les pyramides, plus anciennes que la glace. » Sa voix devint fiévreuse. Une technologie au-delà de la nôtre, une civilisation perdue, un droit de naissance. Laurent claqua. Arrêtez de l'appeler un droit de naissance, c'est une tombe. Un bourdonnement emplit la chambre. Doux, bas, familier. Le même bourdonnement d'avant. Mallette recula, yeux écarquillés. La coque pulsa faiblement, une fois, 2 fois, comme répondant à lui. Vogel attrapa le bras de Laurent. « Nous devons sortir d'ici tout de suite. » Le bourdonnement s'approfondit. La chambre vibra. Des lignes de lumière faible se tracèrent sur la coque, motifs comme ceux dans la caverne supérieure, cercles, flèches, symboles de descente et d'ascension. Laurent leva sa lanterne. Mallette murmura « Elle s'éveille ».
La chambre trembla violemment. Un panneau de la coque bougea, juste une fraction, mais assez pour révéler une couture. De l'air siffla de l'intérieur, puis un son, un seul, doux ton, comme quelque chose annonçant sa présence. Les marins paniquèrent. L'un cria vers le haut, « Tirez-nous dehors, maintenant !» Vogel recula, traînant Laurent. Mallette avança plus près, bras écartés, extatique, comme saluant Dieu. « Montre-moi, » murmura-t-il. « Montre-moi. » La couture s'élargit. La chambre tonna. Et un souffle de pression jeta chaque homme au sol. Les lanternes s'écrasèrent. Le verre se brisa. L'obscurité consomma tout. Et dans le noir, quelque chose bougea. L'obscurité les avala entiers. Pendant un moment, Laurent ne pouvait dire s'il était conscient ou rêvant. La chambre résonnait d'un écho métallique, comme si l'air lui-même avait été frappé. De la poussière flottait dans le noir, comme de la cendre dérivante. Chaque souffle avait un goût de minéraux et de quelque chose de faiblement sucré, une odeur complètement étrangère au froid antarctique au-dessus. Les mains de Laurent tâtonnèrent sur le sol chaud jusqu'à trouver une forme. Vogel, gémissant, ses lunettes fissurées, sa lanterne brisée. De quelque part dans le noir, un marin cria « Lumière, donnez-nous de la lumière !» Une autre voix, plus proche, tendue de panique. « Mes yeux !» Quelque chose a flashé. « Dieu, je ne vois pas. » Laurent se força à se redresser. « Restez calme, tout le monde. Vérifiez vos lampes frontales, allumettes, n'importe quoi. » Vogel fouilla, avec des doigts tremblants, tira une allumette de rechange d'une poche intérieure et la gratta. La petite flamme jaillit faiblement. Dans cette lumière tremblante, Laurent vit la coque courbe, plus dormante, faiblement luisante de ses coutures, de la poussière tourbillonnant vers le haut, comme remuée par un souffle. Mallette agenouillée, directement devant le panneau ouvert, main levée en ravissement. Un marin rampant en arrière, yeux écarquillés de terreur. La voix de Mallette était un murmure, révérentiel et tremblant. Elle a parlé. Laurent avança vers lui. Elle avait expulsé de là hier, docteur. Ce souffle était une libération de pression, pas communication. Mallette se tourna, pupilles énormes, reflétant la faible lumière de la coque. Non, j'ai entendu l'intention. Je l'ai senti. Vogel attrapa le bras de Laurent, voix tremblante. Oubliez le docteur, nous devons partir. Quoi que soit cette chose, elle est active. Nous avons peut-être des minutes avant. Il gesticula vaguement vers la coque luisante. Avant que quelque chose arrive. L'allumette brûla ses doigts. Vogel siffla, la secoua. Obscurité à nouveau. Puis la silhouette de Mallette bougea. Un bourdonnement doux et bas monta de la coque, la même fréquence qu'avant, mais plus claire maintenant, plus stable, presque mélodique. Mallette se pencha. Entendez-vous cela? C'est structuré, organisé, c'est du langage. La voix de Laurent se brisa. C'est une résonance harmonique à travers le métal. Vous entendez des vibrations, pas des mots. Le bourdonnement se renforça, secouant la poussière du plafond. Quelque chose de profond dans la coque cliqua, comme un ancien loquet se débloquant. Puis, un faisceau étroit de lumière bleue, pâle, jaillit du panneau ouvert, coupant l'obscurité comme une lame. Le marin le plus proche hurla et tomba en arrière. La lumière passa sur ses bottes, les gelant instantanément, comme si elle congelait l'humidité de l'air lui-même. Laurent bondit et le tira au clair. « C'est une explosion de refroidissement !» cria Vogel. « Un évent comprimé, malaise, éloignez-vous-en. » Mais Mallette ne bougea pas. Il se tenait hypnotisé, baigné dans cette lueur anormale. Et la lumière, elle s'attardait sur lui, comme l'étudiant. Mallette leva une main tremblante vers la couture illuminée. « Montre-moi ton but. »
murmura-t-il. La chambre bourdonnait plus fort. Vogel cria « Docteur, bougez !» Laurent courut vers lui. Et en cet instant, la lumière changea de couleur, de bleu à blanc, de froid à aveuglant. Une onde de choc les frappa, plus forte qu'avant. Laurent vola en arrière, claquant sur le sol, air expulsé de ses poumons. Quelque chose de métallique clangua à travers la chambre. Vogel heurta un pilier. Les marins lâchèrent leur équipement, mains sur les oreilles. Quand Laurent força ses yeux à s'ouvrir, clignant des étoiles vertigineuses, il vit Mallette, debout, mais mal. La lumière autour de lui s'atténua, révélant des traînées de givre sur son manteau. Son souffle sortait en rafales irrégulières. Ses pupilles étaient dilatées, son expression vide. Il se tourna lentement vers eux. « Laurent, » murmura-t-il rauque, « elle sait que nous sommes ici. » Laurent fixa, cœur battant. « Quoi, c'est que nous sommes ici ?» Mallette frissonna. L'intelligence qui a construit cela, ou le résidu de son design, la machine détient de la mémoire, orientation, une fonction. Vogel se traîna sur ses pieds. « Qu'avez-vous vu, docteur ?» Mallette toucha sa tempe. Géométrie, motif de descente, un réseau sous la glace, une carte. Les marins échangèrent des regards terrifiés. Laurent s'approcha prudemment. « Docteur, » dit-il doucement, « nous devons sortir, maintenant. » Mallette cligna lentement, comme se réveillant d'une transe. « Oui, oui, je pense que nous devons. Mais d'abord... » Il gesticula vers la coque. Un échantillon, un fragment, pour analyse. Vogel faillit s'étouffer. « Vous voulez couper un morceau de cette chose, après qu'elle a presque tué nous ?» La voix de Mallet durcit avec une certitude fanatique. « Nous prenons un échantillon, c'est un ordre. » Laurent l'attrapa par le manteau. « Non, nous partons. Si vous essayez de la couper, cela pourrait... » La chambre trembla à nouveau, le coupant. Cette fois, la vibration était différente, pas mécanique, pas structurelle, mais rythmique, comme des pas distants. Vogel se raidit. Ce n'est pas géologique. Les marins se regroupèrent, levant des outils comme des armes. Laurent se tourna vers l'extrémité sombre de la chambre. Le bourdonnement cessa. Le silence revint, comme une couverture suffocante. Puis, un seul clang métallique résonna de plus profond dans la caverne. Pas un écho, pas une pierre se tassant. Quelque chose bougeant, quelque chose réagissant. La voix de Laurent était à peine un murmure. Tout le monde en arrière, à la ligne, maintenant. Mallette resta devant la coque, fixant le noir. « Ça vient !» La voix de Vogel se brisa. « Quoi vient ?» Mallette déglutit. « Le gardien !» Le sang de Laurent se glaça. « Gardien de quoi ?» Mallette regarda la coque. « De ceci. » Le son vint à nouveau, plus proche, délibéré, comme des pas, métal sur pierre, trop stable pour être de la glace se brisant, trop intentionnel pour être naturel. Un marin cria « Montez, montez la corde !» Vogel attrapa Laurent et le poussa vers la ligne. « Vous d'abord, allez !» Laurent grimpa, bottes glissant sur la surface vitreuse du mur. Vogel suivit, haletant, doigts engourdis. Les marins se précipitèrent derrière eux. Puis la voix de Mallette résonna d'en bas. « Je ne fuirai pas cela. » Laurent regarda en bas. « Docteur, bougez, maintenant. » Mallette se tenait à côté de la coque luisante, fixant le noir avançant. La lumière de la couture illuminait seulement quelques mètres, mais assez pour révéler quelque chose émergeant, une forme grande, angulaire, bouguant avec une précision fluide qu'aucune machinerie de leur ère ne pouvait égaler. Ses membres étaient articulés, mais mal, pas charniérés comme un humain, plus comme le pliage de l'âme,
segments rotatifs au lieu de plis. Une construction conçue pour un but, pas une ressemblance. Elle entra dans la lumière. Vogel hurla. Un marin tira une fusée en panique. La fusée éclata au-dessus, projetant une lumière rouge crue à travers la chambre, et la créature fut révélée, mince, métallique, gracieuse, silencieuse, pas Dieu. Juste une structure lisse sans visage, reflétant la lumière de la fusée. Elle tourna sa tête, si c'était sa tête, vers Mallette. Le docteur murmura, souffle tremblant d'extase et de peur. « Tu es magnifique. » La machine répondit. Un seul ton résonnant sonna à travers la chambre, une note harmonique qui gela l'air. Puis, elle bougea, plus vite que tout ce que Laurent n'avait vu. Pas boitant, pas courant, glissant. Mallette leva une main. Salut ou défense. Laurent ne pouvait dire. La machine traversa la distance et le toucha. Juste un toucher léger, précis. Mallette se figea, son corps se raidit, son souffle s'arrêta. Sa lanterne tomba et se brisa. Laurent hurla « Mallette !» La machine retira sa main. Mallette resta debout un battement de cœur, puis s'effondra comme un uniforme vide, silencieux, dessaucé, de la fumée s'échappant de son col. La gorge de Laurent se ferma. « Saint Dieu !» Vogel le traîna vers le haut par son harnais. « Montez. Si vous ne montez pas maintenant, vous mourrez ici. » Les marins se précipitèrent sur la corde, bottes glissant sur les murs lisses, mains saignant. En dessous, la machine se tourna vers eux. Le seul ton sonna à nouveau, plus bas cette fois, plus en colère. Le visage de Vogel se tordit de terreur. « Elle suit les vibrations. Courez !» Ils grimpèrent comme des hommes se noyant. À mi-chemin du puits, Laurent risqua un regard en bas. La machine escaladait le mur, sans effort, silencieusement, grimpant comme si la gravité était hors de propos. Le cœur de Laurent claqua contre ses côtes. « Bougez, bougez, bougez !» Les hommes jaillirent de la caverne supérieure et trébuchèrent sur le plateau. Les marins tirèrent Vogel dehors. Laurent donna un coup de pied à la corde, l'envoyant plonger dans le puits. La machine atteignit le sommet et frappa la corde tombante d'un seul mouvement, la tranchant net. Laurent n'attendit pas de voir plus. « Courez !» rugit-il. « Dehors, maintenant !» Ils se sprintèrent vers la lumière du jour, lanternes oubliées, équipements abandonnés. La caverne trembla derrière eux. Quelque part dans le noir, la machine émit un autre ton, plus fort maintenant, résonnant comme un avertissement. La glace répondit avec un long gémissement craquant. Vogel trébucha, manquant de tomber. Laurent le hissa debout. Ils coururent plus vite. Derrière eux, les pas de la machine étaient silencieux. Mais sa présence semblait plus proche, plus proche, plus proche, jusqu'à ce que la lueur blanche de l'entrée de la caverne apparaisse enfin devant. Les hommes se jetèrent vers elle, comme vers le salut, et derrière eux, la chose dans le noir suivait. Une lumière aveuglante explosa dans leurs yeux, alors qu'ils jaillissaient de la gueule de la caverne, trébuchant dans l'air ouvert. Le contraste était désorientant, après l'obscurité suffocante de la chambre en dessous. Le blanc antarctique aveuglant semblait se réveiller dans un flash d'éclairs. Laurent s'effondra sur les genoux, poitrine haletante, chaque souffle brûlant ses poumons du froid et de l'effort. Vogel tomba à côté de lui, toussant violemment. Les marins trébuchèrent en un groupe chaotique, certains glissant sur le dur, alors que la panique brisait leur coordination. Derrière eux, la bouche de la caverne bêait silencieusement. Rien n'émergea. Pas de machine, pas de mouvement. Juste l'obscurité immobile, patiente. La clientèle fixa, tremblant. Avons-nous distancé cela?
Vogel secoua la tête, voix rauque. Non, elle s'est arrêtée. Elle a choisi de s'arrêter. Un marin arpentait follement sur place, serrant son fusil. Elle a tué Mallette, elle l'a touché. Et, il juste. Sa voix se brisa. Un autre marin attrapa ses épaules. Silence. Si cette chose entend, si elle écoute. Le pouls de Laurent martelait. L'air semblait trop calme, trop lourd, comme si le continent lui-même attendait quelque chose. Enfin, il murmura. Nous nous regroupons au camp avancé, puis nous retournons droit aux avions. Vogel hocha fort la tête. Oui, retraite complète, pas de débat. Ils atteignirent le camp en minutes, une poignée de tentes secouée par le vent toujours présent. La seconde équipe émergea, surprise par l'arrivée frénétique du groupe. L'opérateur radio avança. « Monsieur, nous avons entendu des remords de l'intérieur. Que s'est-il passé? Où est le docteur Ma ?» Laurent le coupa. « Il est mort. » Le silence tomba instantanément. Silence, gelé. Même le vent sembla baisser la voix. Vogel ajouta. « Emballez tout. Bidon de carburant aussi. Scellez toutes les caisses. Pas de délai. » Les marins se précipitèrent, bourrant tentes, équipements, rations dans les traîneaux. Le camp avancé se transforma d'une base en site d'évacuation en secondes. La radio crépita faiblement. Statique sporadique, pas de signal clair. Les lignes avaient été fragiles depuis que l'équipe était entrée dans la caverne. Maintenant, les interférences étaient presque constantes. « Essayez encore », ordonna Laurent. L'opérateur ajusta les cadrans, tapa l'ampli à tube, jura doucement. « Monsieur, il y a quelque chose dans la fréquence. Comme une onde stationnaire, elle bloque la transmission. » Laurent se raidit. Une onde stationnaire? Vogel pâlit. La machine, elle émet quelque chose, peut-être pas délibérément. Peut-être son activation a changé l'environnement électromagnétique. L'esprit de Laurent s'emballa. Si le réveil de la machine causait des interférences, un blackout radio signifiait pas de contact avec le Schwabenland, pas de rapport météo, pas de signal de rappel d'urgence, pas d'aide. Continuez d'essayer, dit Laurent. Changez de canot, n'importe quel canal. L'opérateur hocha la tête, tournant les boutons avec des doigts engourdis. Laurent se tourna vers Vogel. Combien de temps pour atteindre les avions? Si nous partons maintenant, 2 heures. Alors nous partons maintenant. Le vent changea. Juste au moment où ils commencèrent à traîner les traîneaux, le vent souffla de côté en un changement abrupt, assez vif pour trancher la peau exposée, assez fort pour secouer la neige des bords de falaise au-dessus. Vogel leva les yeux vivement. Modèle de tempête, ce n'est pas naturel, ça tourne trop vite. Laurent scruta l'horizon. Un mur de blanc se formait, une masse spirale, une cellule de tempête s'enroulant sur elle-même comme une chose vivante. En Antarctique, les tempêtes s'annonçaient généralement lentement. Chute de pression, accumulation de nuages, changement de vent. Celle-ci naquit en minutes. Un marin cria « Monsieur, c'est un front de blanc total, si ça frappe !» « Nous bougeons plus vite », claqua Laurent. Le rampement de vie ou de mort commença. Les traîneaux craquèrent. Les cordes coupèrent dans les gants. Les visages brûlèrent du froid. Vogel comptait sous son souffle. 6000 calories par jour, juste pour marcher. 8000 si courant. Pourquoi n'avons-nous pas apporté plus de glucose? Ce n'était pas de la panique. C'étaient des maths, les maths de la survie. La tempête fondit derrière eux, un mur dévorant de particules de glace et de vent hurlant. Laurent continuait de regarder en arrière vers l'entrée de la caverne, s'attendant, espérant, craignant de voir la machine émerger. Mais la caverne restait immobile,
comme si ceux qui y habitaient n'avaient pas besoin de les poursuivre, parce que le continent ferait le travail pour elles. À mi-chemin à travers le plateau, Vogel s'arrêta soudain. Laurent. Le ton coupa droit à sa colonne vertébrale. Quoi? Vogel pointa. À travers la neige, faiblement visible, une série de dépressions s'étendait depuis la caverne. Pas des empreintes, trop lisses, pas des traces de traîneaux, trop précises, pas des fissures, trop régulières, cercles peu profonds, parfaits, espacés uniformément, menant directement vers leur chemin. Laurent murmura « Des traces ». Vogel hocha lentement la tête. Elle bouge, sous la glace. Le sang de Laurent gela plus que l'air. Elle nous suit? Pas suite, dit Vogel, déglutissant difficilement. Intercepte. Un marin hurla. Courez! Ne vous arrêtez pas! Courez! Ils coururent. La tempête frappa comme un mur. La visibilité s'effondra à rien. Juste du blanc tourbillonnant et l'ombre floue de l'homme immédiatement devant. Le vent hurlait à 70 nœuds, martelant leur corps, les projetant de côté. La neige déchirait leurs lunettes comme du papier de verre. Le temps se fractura. Le mouvement devint instinct, chaque pas une prière. Quelque part derrière eux, le plateau gémit, le son profond et terrible de la glace, se déplaçant loin en dessous. Vogel cria à travers le vent. « Elle est sous nous !» Laurent attrapa la corde reliant leur groupe. « Ne perdez pas la ligne, serrez fort !» Le sol trembla. La neige sauta en une ondulation. Quelque chose passa sous eux, rapide, lisse, silencieux, sauf pour le tremor qu'elle laissait dans son sillage. Un marin trébucha, un autre le hissa. La glace se souleva à nouveau, cette fois directement sous le traîneau arrière. L'homme de queue hurla, alors que le traîneau bascula, et disparut dans une fissure soudaine. Laurent pivota. « Hellman! Hellman !» Mais la fissure se referma instantanément, comme des lèvres se fermant. Le vent dévora le cri. La neige effaça toute trace. Vogel fixa la nouvelle couture avec horreur. Elle ne l'a pas tué, elle l'a pris. Laurent se força à bouger. Allaiter, bouger! Ils abandonnèrent le traîneau de fournitures tombé. Ils avancèrent péniblement, la tempête arrachant à leurs os mêmes. Les minutes s'estompèrent, ou les heures. Puis, une forme émergea. Les deux avions d'ornier, à peine visibles à travers le chaos blanc, leurs formes déformées par la glace soufflée. Un marin cria « Nous sommes sauvés !» Mais Laurent sentit une crainte s'enfoncer. Pas de mouvement, pas de figure, pas de chaleur de moteur. Le groupe d'atterrissage restait avec les avions. 4 hommes auraient dû préparer le décollage immédiat. Au lieu de cela, le camp restait silencieux. La tempête fit une pause d'un battement de cœur, leur donnant juste assez de visibilité pour voir la vérité. La verrière du cockpit du second avion était fissurée, pas brisée vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, comme si quelque chose y était entré ou sorti. Du givre bordait l'ouverture. Vogel murmura « Où sont-ils? L'équipage aérien, où sont-ils » Laurent avança vers le camp. Un marin trouva le premier corps derrière un bidon de carburant, gelé, yeux ouverts, pas de blessure. Le second corps gisait à côté de l'avion, même état, gelé raide, comme pris en plein mouvement. Vogel s'agenouilla, souffle tremblant. Congélation instantanée, instantanément, pas de lutte, comme Mallette. Laurent ferma les yeux de l'homme. « Nous partons, » dit-il, « tout de suite. » Ils s'entassèrent dans le premier dornier, le seul dont les moteurs semblaient intacts. Vogel sauta sur le siège copilote, doigts engourdis en vérifiant les jauges. Carburant à 62%, assez, à peine. Un marin claqua l'écoutille. Un autre arrima la cargaison lâche. Laurent regarda, étant en bicentennial arrière,
à travers la neige, et se figea. Le mur de tempête bougeait, pas aléatoirement, délibérément. Une forme bougeait dedans, une silhouette grande et mince, à moitié vue, à moitié suggérée, son contour déformé par la tempête, comme si la tempête s'enroulait autour de sa forme. Elle fit un pas, et la neige s'écarta autour de ses jambes. La voix de Laurent se brisa. « Allez, allez maintenant !» Vogel frappa l'allumage. Les moteurs du Dornier crachotèrent, toussèrent, rugirent à la vie. Les hélices hachèrent l'air chargé de glace, projetant la neige en arrière en un jet furieux. La forme dans la tempête avança. Laurent ne vit pas de visage, juste du métal lisse reflétant la lumière de tempête. « Plus vite !» cria-t-il. « Décollez !» Vogel poussa la manette des gaz. Le Dornier bondit, glissant sur la neige inégale, moteur tendu. La piste était à peine assez longue. Le vent était meurtrier. La machine avança en vue à nouveau, marchant parallèle à l'avion, gardant le rythme. Et puis, un ton harmonique terrible résonna à travers le plateau, le même ton qui avait tué Mallette. Les instruments de l'avion vacillèrent, la jauge de carburant spasma, la boussole tourna, la radio mourut avec un hurlement de statique. « Elle perturbe les systèmes », hurla Vogel. « Elle nous vise ». L'avion rebondit violemment, ski raclant la glace inégale. La machine leva un bras, le même mouvement délicat et terrifiant qui gelait un homme en seconde. Laurent attrapa l'épaule du pilote. « Tirez vers le haut. J'essaye !» Le second harmonique frappa. Les moteurs crachotèrent, puis reprirent, puis surgirent avec une puissance dangereuse. Le nez se leva. Le Dornier trembla, lutta, puis décolla du plateau, juste au moment où la machine atteignait le bord de la falaise. Pendant une fraction de seconde, Laurent rencontra sa surface réfléchissante, sans visage. La machine inclina la tête. Pas de confusion, pas de colère, de reconnaissance. Puis, le mur de neige l'avala à nouveau. L'avion grimpa dans le ciel orageux. Le silence emplit la cabine, sauf pour des respirations haletantes. Vogel fixa droit devant. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Qu'avons-nous réveillé ?» Laurent n'avait pas de réponse, juste la terrible certitude, alors que le monde blanc tombait sous eux, que la machine n'était pas confinée à cette caverne. Elle avait été dormante. Maintenant, elle était consciente, et l'Antarctique n'avait jamais été vide. Le Dornier vacilla violemment, en grimpant à travers la tempête. Dehors les fenêtres, le monde n'était que chaos blanc, neige fouettée de côté, ciel et sol indistinguables. L'avion semblait impossible et fragile, une fine coquille de métal, lancée à travers la colère d'un continent qui voulait leur mort. Laurent s'accrocha au cadre du fuselage pour ne pas être projeté à travers la cabine. Un marin priait, un autre vomissait dans une boîte de rations. Les deux derniers étaient assis immobiles comme pierre, yeux vides, mains serrant leurs harnais avec des phalanges blanches. Vogel lutta avec les commandes, chaque muscle tremblant de fatigue et de peur. « J'ai besoin d'altitude !» cria-t-il. « Si nous restons bas, les courants de glace. » Le Dornier plongea de plusieurs mètres en une seule chute stomacale. Laurent claqua dans son siège. « Pouvez-vous grimper ?»« C'est trop lourd, » dit Vogel, « et la tempête est... » Un ton harmonique profond gronda à travers le cockpit. Le sang de Laurent gela. « Non, 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 non !» Les instruments vacillèrent. La jauge de carburant spasma à nouveau. Les aiguilles tremblèrent violemment, comme vibrant à un rythme invisible, le même rythme qu'ils avaient entendu dans la chambre. Les yeux de Vogel s'écarquillèrent. « Elle nous suit. » Laurent fixa dans la tempête devant.
nous ne pouvons pas la voir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Le ton monta à nouveau, une fréquence parfaite, froide et pure. L'avion plongea brusquement à droite, manquant de rouler sur le côté. Vogel ramena la colonne de contrôle au centre. Nous avons perdu la sensibilité des ailerons. Un autre pouls harmonique. Le moteur gauche crachota et mourut. Le dornier partit en vrille. Les marins hurlèrent. L'équipement claqua contre le fuselage. La neige jaillit par une fissure près de la porte de cabine. Laurent attrapa l'épaule de Vogel. « Mettez en drapeau, mettez l'hélice en drapeau. »« J'essayais » cria Vogel, sueur gelant sur son front. Les commandes ne répondent pas. Quelque chose surcharge. Mais la phrase se brisa. Parce que soudain, le ton harmonique s'arrêta. Un silence mortel emplit le cockpit. L'hélice gauche tournait librement maintenant, moulinant au vent, mais plus luttant contre le moteur. Vogel tira à nouveau la manette de mise en drapeau. Cette fois, ça marcha. L'hélice se figea en place. L'avion se stabilisa, à peine, luttant contre la tempête avec un moteur. Le calme soudain était presque pire que la terreur. Laurent sentit chaque poil de ses bras se dresser. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» murmura-t-il. Vogel déglutit. Elle nous a laissé partir. Les hommes fixèrent le blanc aveuglant devant. Laurent retrouva sa voix. Pourquoi nous laisserait-elle partir? Vogel ne répondit pas. Parce qu'il n'y avait pas de réponse. Seulement la tempête, seulement le continent, seulement la certitude que la machine avait choisi de les libérer, pour des raisons qu'aucun esprit humain ne pouvait comprendre. La tempête s'amincit progressivement. Des lambeaux de nuages s'arrachèrent, révélant de faibles patchs de bleu pâle. La neige diminua, le vent ralentit. 1 heure passa, ou peut-être une vie. Leur montre avait un gelé ou ses ternes brisés. Le temps était devenu peu fiable. Puis, glace de mer devant, appela un marin. Vogel pressa son front contre la fenêtre striée de glace. « Oui, » souffla-t-il. « Oui, c'est le plateau côtier. Si nous le suivons à l'ouest... » Laurent se pencha en avant. « Nous atteindrons le navire. » Le Schwabenland. L'espoir vacilla faiblement dans sa poitrine. À mesure qu'il descendait, le plateau grandit. Un bord blanc déchiquetait au-dessus de la mer gris-noire. Le dornier s'inclina vers lui, un moteur gémissant sous la tension. Puis, Vogel vit quelque chose, de la fumée, fine, noire, dérivant sur la glace comme une bannière mourante. Laurent la vit ensuite. Son estomac tomba. Non. Quand le navire entra pleinement en vue, la cabine tomba silencieuse. Le Schwabenland gîtait fortement à tribord. Sa coque était fendue, ouverte le long de la ligne de flottaison. Des flots de glace pressaient contre sa proue brisée. Le pont était effondré au milieu, métal, tordu comme écrasé par une pression inimaginable. Pas de mouvement, pas de figure, pas de signaux, un cimetière en mer. Vogel murmura « Comment? Comment est-ce possible? Dégâts de tempête, collision avec la glace ?» La voix de Laurent était plate. Aucune tempête n'écrase l'acier comme ça. Les marins fixèrent, engourdis. Vogel posa le dornier sur une glace relativement lisse. L'atterrissage fut rude, dérapant, rebondissant, mais ils restèrent intacts. Tandis que l'hélice ralentissait, le silence de l'Antarctique s'imposa à nouveau autour d'eux. Vide, interminable, jugeant. Laurent sortit en premier. Ses bottes touchèrent la glace avec un bruit creux. Le navire naufragé dominait devant. Un marqueur de tombe contre l'horizon. Ils s'approchèrent lentement. Plus ils s'approchaient, pire c'était. Des corps étaient gelés sur le pont. Pas de blessures, pas de lutte, visage contorsionné de peur,
exactement comme mallette, exactement comme l'équipage aérien. Tué instantanément, murmura Vogel, voix brisée. Congélation flash, la même signature. Laurent toucha le manteau d'un marin. Il était brittle comme du verre. Pieds craquèrent sur des planches de pont brisées, éclatées, non par explosion, mais par force écrasante. Comme si quelque chose avait pressé vers le bas depuis au-dessus. Vogel fixa le métal tordu. J'ai vu la glace écraser des navires, j'ai vu des coques de pression s'effondrer, mais ça, c'est chirurgical. Laurent s'arrêta à la rambarde de proue. Un appareil photo familier était incrusté dans le givre. L'appareil d'Ardouin. La cartouche de film manquait. Il déglutit difficilement. La machine est venue ici. Vogel trembla. Pourquoi? Pourquoi les tuer? Pourquoi détruire le navire, mais nous laisser vivre? Laurent regarda à travers la mer gelée. Du brouillard roulait sur la surface de l'eau, s'épaississant, s'enroulant, s'assombrissant. Dans ce brouillard, quelque chose bougea, une silhouette, impossible à voir clairement, grande, angulaire, silencieuse. Vogel la vit, aussi. Il serra la manche de Laurent. Laurent, est-ce? Laurent secoua la tête. Non. Regardez. Le brouillard bougea. La silhouette n'approchait pas. Elle observait. Et puis, lentement, elle recula et disparut dans le blanc. Ils trouvèrent l'émetteur d'urgence du navire à moitié enfoui dans la glace. Vogel et Laurent le dégagèrent, le posèrent sur une caisse et branchèrent les câbles à une batterie survivante. Les tubes à vide se réchauffèrent. La statique siffla. Un faible ton porteur se stabilisa. Vogel entoura le microphone de ses mains. « Base Coatstown, m'entendez-vous? Ici l'équipe de vol de l'expédition Schwabenland, demandant secours immédiat, coordonné. Statique. » Il ajusta les cadrans, changea de fréquence, essaya les canaux navals, canaux baleiniers, canaux d'urgence, rien. Les interférences harmoniques avaient disparu, mais l'explosion d'énergie de la machine avait dû griller le récepteur longue distance. Vogel murmura « Pas de contact, pas de capacité longue portée, seulement ondes courtes. » Laurent fixa l'horizon gelé. Quelqu'un viendra pour le navire éventuellement. Des mois, 1 an. Nous devons juste survivre. Vogel sembla prêt à s'effondrer. Un seul marin osa parler. « Monsieur, comment survivre sans nourriture, sans chaleur, sans carburant, sans les réserves du navire ?» Laurent força sa voix stable. « Nous sauverons tout ce que nous pouvons. Nous monterons des abris d'urgence. Nous rationnerons le carburant de l'avion. » Il s'arrêta. Le marin fixait derrière lui. Lentement, Laurent se tourna. Sur la glace à côté de leur équipement écrasé, quelque chose gisait là. Un petit objet métallique, lisse, sans forme, de la taille d'un poing. Il n'y était pas minute plus tôt. Vogel le ramassa avec des doigts tremblants. Il était chaud. Il manqua de le lâcher. « Laurent, ce n'est pas de la ferraille, c'est un fragment de elle. » La poitrine de Laurent se serra. Les marins reculèrent, murmurant. De quelque part au-delà du brouillard, un ton harmonique doux résonna. Si faible qu'il pouvait être imagination, si faible que seule la peur le rendait audible. La voix de Vogel se brisa. « Laurent, elle ne nous a pas laissé vivre par miséricorde. » Laurent regarda l'horizon, le brouillard, roulant comme un souffle, le continent blanc s'étendant sans fin. « Non, » murmura-t-il, « elle nous a laissé vivre pour que nous portions un message. » Vogel leva le fragment, horrifié. « Quel message ?» Laurent avança, yeux scrutant la brume montante. « Que l'Antarctique n'est pas vide. » Le brouillard s'épaissit. Le ton sonna à nouveau.
et les derniers survivants de l'expédition nazie réalisèrent la vérité. Ils n'étaient pas sauvés, ils étaient libérés. La machine avait choisi de ne pas les tuer parce que le continent n'avait pas besoin de plus de cadavres. Il avait besoin de témoins. Loin dans la distance, la silhouette bougea à nouveau, une fois, puis disparut. Laurent sortit le carnet de bord de la poche de son manteau. Sa dernière entrée commença. Si quelqu'un trouve ceci, sachez que la glace n'est pas ce que nous croyons. Sachez que sous ce continent gît une intelligence plus ancienne que le Reich, plus ancienne que l'espèce, plus ancienne que l'idée de nation. Sachez que nous avons transgressé et avons été épargnés seulement parce que nous sommes insignifiants. Sachez que l'expédition n'a pas échoué, elle a été avertie. Il ferma le livre. Le vent porta le bourdonnement bas une dernière fois. Un son qui semblait dire « Partez, partez maintenant ». Laurent murmura dans l'air gelé « Nous partons ». Il se tourna vers les autres. « Emballez l'émetteur, apportez le fragment. Nous commençons à bouger vers le nord. Quelqu'un nous trouvera. » Vogel fixa le brouillard. « Et si elle suit ?» Laurent ne regarda pas en arrière. « Elle n'aura pas besoin. » La tempête répondit par le silence.